Home. On est avec Eric Michel, un artiste de grande qualité avec la lumière et qui est venu au Portugal et qui a lu pour la première fois le message de Fernando Pessoa et qui a ressenti fortement son pouvoir. Et on voudrait parler un peu plus de lui et d'essayer de faire plus de lumière sur sa démarche. Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment avec la lecture de ce poème, la message? Alors, si tu veux, ce que je te disais, c'est que la grande difficulté pour moi, c'est que je ne suis pas portugais. Oui, hein, oui. j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai une ouverture, bien sûr, et je connais bien Lisbonne, mais je ne suis pas portugais, donc j'y a quand même un canevas assez, une matrice assez fortement imprégnée de l'histoire du Portugal, oui, oui. donc qui bien entendu m'échappe en grande partie. Mais ce que j'ai trouvé, c'est au-delà de ça, des messages, c'est le cas de le dire, hein, des messages importants. Et surtout, moi j'avais connu Pessoa par le bureau de tabac, par le livre de l'infantilité. Voilà, donc ils sont des livres. Moi à chaque fois, ce qui m'a intéressé dans Pessoa, c'était ce questionnement en fait, Exact. qui part de la quotidienneté, du quotidien si tu veux, et qui ensuite va vers une forme d'universalité et qui est toujours dans cette forme de recherche, de quête, de tension, d'inquiétude, mais au sens positif, hein, tu vois, qui permet Et dans le message, j'ai trouvé que c'était presque, pas prophétique, mais que c'était quelque chose de... Tu vois, comme une notion d'éternité, presque d'une histoire, oui. d'une histoire supratemporelle. Voilà, presque. c'est ça, exactement. Ouais. Ça ouvre un passage d'espace-temps. J'ai vraiment eu cette impression-là, c'est-à-dire que en partant si tu veux, de l'histoire, avec un grand H, dont on sait qu'elle a plusieurs visages, mais quand même un socle, on va dire, on s'évade. Donc là, au lieu de partir de la quotidienneté et d'aller vers l'universel, là on parle d'une histoire, une histoire en commune, des personnages vers une universalité. Cette dimension de l'espacement, de l'espace, comme tu as parlé en relation avec Bergson, c'est vraiment une dimension qu'on peut, d'une certaine façon, multidimensionnaliser et voir, et Pessoa a travaillé un peu à un niveau ésotérique, ça, qu'on dit là, à un certain moment, dans sa recherche sur la tradition Rose-Croix, il a parlé des 5 pétales de la rose. C'était le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan psychique et le plan spirituel. Alors, cet espacement, c'est au fond une tentative de sortir de la limitation des 5 sens physiques corporels et avoir une autre perception et avoir une autre vision du monde, au fond, voir avec les yeux de l'âme, je pense que c'est très juste. C'est très juste, ça me fait penser au livre de Marcil Fissa, Quid sit lumen, donc qui parle justement de ces sens, et qui petit à petit s'élève vers une ouverture à la spiritualité. Et c'est en fait un livre que j'ai pris comme point de départ d'une de mes expositions. Cette édition très petite. Voilà, tout à fait. Je connais. Et c'est Stéphane Stoussano, c'est pas. C'est chez Alia, je crois. Je ne suis pas sûr. Mais c'était une très petite édition qui a été refaite, qui est très très intéressante. Et alors, je te disais, ce qui me paraît intéressant, ce que je faisais un peu un parallèle à plusieurs reprises entre Fernando Pessoa et Yves Klein, l'artiste français qui a travaillé beaucoup sur on connaît de lui le bleu, mais son grand travail, ça a été sur l'immatériel. Et qui justement
à essayer de s'affranchir de la matérialité, en partant de la matérialité, donc de la couleur, si tu veux, aller vers une forme d'immatériel, de sensibilité pure, donc de spiritualité. Et il a aussi, d'ailleurs, été proche à un moment des Rose-Croix. Donc je trouve que... Et j'avais ce passage que j'avais échangé avec toi, que j'ai trouvé dans ton livre, sur le petit texte qu'avait écrit Pessoa dans un bar de Londres, où il parle de l'art et de la vie. Il dit finalement l'art, ça peut être un peu réducteur, ça isole, alors que finalement ce qu'il faut, le seul art, c'est vivre. Exact. Et Klein, lors d'une exposition, on lui avait posé la question, pour vous, qu'est-ce que l'art? Il avait répondu, l'art, c'est la vie. Et ça, je trouve que cette, tu vois, de passer parce au fond, et tu as une formation mathématique, on doit reconnaître dans ce monde, cet univers, une capacité d'intelligence mathématicienne incroyable pour fonder toute cette structure d'univers, soit par elle-même, soit il faut que la matière en soi-même soit une grande mathématicienne, soit le niveau spirituel invisible et originel, ils ont vraiment une incroyable capacité c'est passionnant, il y a un livre sur ce thème, la grande dialectique entre le matériel, le matérialisme, l'idéalisme, vu du point de vue des mathématiques. Est-ce que les mathématiques sont un langage, c'est Alain Badiou qui a écrit ça, l'éloge des mathématiques, ça s'appelle, et son essai, c'est de se dire, est-ce que les mathématiques sont un langage préexistant à nous, donc qui sont un grand langage caché, on va dire, de l'univers, et que petit à petit, à notre humble capacité et vitesse, on découvre petit à petit, et qu'à chaque fois on est émerveillé, et que parfois on découvre des choses mathématiques dont on ne comprend pas, qu'elles vont peut-être nous servir à mieux comprendre la physique, par exemple, ça arrive plein de fois. Donc, où les mathématiques sont un langage primordial, ou alors les langues. Là, ça nous rallonge à la tradition pythagorique et platonique qui parlait beaucoup exactement, des idées. Des nombres archétypes, les solides. Les solides. Tout à fait, donc il y a ça. Ou alors, les mathématiques sont un langage que nous avons créé pour comprendre les codes de la nature, essayer de trouver une façon la plus, la plus pérenne, la plus organisée possible, qu'on puisse se transmettre, quelles que soient les langues, etc. Donc une sorte de métalangage qu'on se transmet, qu'on développe, et quelque part qui contient notre propre limite, et donc qui fait que on n'arrive pas finalement à aller au bout de la compréhension. Et ça, c'est intéressant, parce que donc à un moment donné, il faut se positionner. Je crois que, si je me souviens bien de ma lecture, qu'Alain Badiou se positionne plutôt sur la préexistence de ce langage que petit à petit on découvre. Mais bon, il présente les deux. La troisième question qu'on pourrait mettre, mais ça serait un narcissiste, serait admettre qu'il y a avec la non-dualité, le grand univers qui est un, et que c'est nous, avec notre capacité déjà analytique et mathématique, qui vont essayer de voir tous ces numéros, bien sûr, quand au fond, c'est une unicité incroyable. Mais ça, je pense que c'est un peu exagéré, c'est presque un peu prométhaïque d'essayer d'expulser ce Dieu géométrise, cette fameuse phrase qui par le nombre, et par le poids, et par le son. Mais il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point, et ça c'est très important en Pessoa, il a essayé, dans la tradition un peu maçonnique, de trouver la parole primordiale, la parole originelle, ou dans la tradition maçonnique, la parole perdure. Et c'est intéressant qu'il y a quelques jours, c'était l'anniversaire
de la mort de Pessoa, à 85 années qu'il est mort. Et j'ai publié un tout petit texte qui à cette époque-là était inédit, je pense qu'aujourd'hui doit être, dans lequel il se demande à soi-même par quel genre de malédiction je n'ai pas conclu le temple et je n'ai pas trouvé la parole perdue et je suis devenu le secret astral du monde. Il fait cette demande de ne pas avoir trouvé la parole primordiale. C'est au fond le homme, le principe c'était le verbe. Oui, ou la pierre philosophale, l'alchimiste. La pierre philosophale tient quelque chose avec ça aussi. Et alors, on peut penser qu'il y a peut-être là un certain prométhéisme de l'être humain quand il essaie de, par exemple, à un autre niveau, mais très relationné avec ça, essayer, comme Guénon et des autres, de dire nous sommes dans le Kali Yuga, ou nous sommes dans cet âge et tout ça. Et est-ce que nous avons capacité pour comprendre toute la temporalité de la manifestation? Probablement, c'est presque une dimension infinie. Aujourd'hui, la science parle de billions et des billions. Il y a Steiner aussi qui a essayé, avec la théosophie, totalement, d'essayer de retranscrire comme ça une... Oui. Bon, je pense que ça, c'était un peu... C'était des moments qui ont projeté les êtres dans un astral intéressant, mais qui n'est pas vraiment si scientifique, aussi vrai, non? Il y a un thème. Tout à l'heure, tu as parlé d'anarchisme à propos d'une idée, hein, mais ça me fait penser à un des textes que j'ai vraiment adoré de Fernando Pessoa, c'est Le banquier anarchiste. Parce que quelque part, c'est un petit peu ma vie. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te rappelles de ce texte avec le banquier, et le banquier qui dit, chez lui, il reçoit ses amis, il dit, ah, toi, t'étais jeune, quand t'étais jeune, t'étais anarchiste. Et puis, maintenant, regarde, t'es un banquier. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais dans la banque, mais en fait, le banquier dit, mais j'ai fait ça parce que ça m'a permis de gagner de la liberté. Parce qu'il y a ce questionnement chez Pessoa du libre arbitre, c'est-à-dire, et de la compromission ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te positionnes? Donc, quelque part, j'ai trouvé que ce texte, il était très intéressant. C'est un peu un pamphlet, mais il est très puissant parce que derrière, tu as une forme de destin caché. Donc, c'est pour répondre à ta question. Tu sais, tu disais, Pessoa se pose cette question par rapport à sa démarche. Est-ce qu'il a... Pourquoi il n'a pas été au bout, etc. Et je pense que, à un moment donné, surtout les artistes, on est obligé de Francis Bacon en parlait beaucoup, en fait c'est un cheminement avant tout, la création artistique. Et on ne doit pas mettre des objectifs si extraordinaires. Et je pense, ça c'est ma vision, c'est que Fernando Pessoa, à un moment donné, il a choisi plutôt le chemin littéraire, d'être devenu un génie littéraire, que vraiment un spirituel. Bien que dans ces derniers moments, je pense qu'il a ressenti plus fortement l'appel religieux et spirituel. À la mesure qu'il s'approchait de la mort, il a commencé, il avait fait ce qu'il avait, il a laissé les livres qui ont fait de lui un des grands icônes de la littérature mondiale, mais l'autre partie, il n'était pas arrivé, et au fond, ces derniers mots, c'est écrit. Je ne sais pas qu'est-ce que demain m'apportera. C'est une idée, au fond, un peu d'humilité. C'est une idée aussi de l'approche de la mort, si elle vient ou vient, ou c'est aussi où est-ce que je vais partir, à quel niveau. C'est une grande ouverture. Moi je trouve que c'est une ouverture aussi, de finir sur, je ne sais pas, donc il y a un questionnement, mais où mais pour un astrologue comme lui qui a fait des centaines de thèmes astrologiques, pour quelqu'un qui était dans les grandes recherches spirituelles, tu as parlé un peu avant cet enregistrement qu'il a été
senti cette inquiétude à partir d'une certaine attraction, d'un certain impact du monde spirituel à la musique. Et en fait, Fernando Pessoa, il parle un peu de ça. Il pense que le génie, c'est déjà une initiation qui vient de du monde spirituel avec déjà quelque chose. Il parle de Shakespeare et tout ça. Alors, oui. Alors très jeune, il commence déjà à écrire des poèmes qui s'appellent Cercle magique ou la métempsychose. Il tient déjà un très jeune enfant. Et après, je pense peut-être 15 ans, 16 ans, il lit un livre sur les Written Mysteries of Rosicrucians de Hargrave Jennings qui le bouleverse beaucoup. Et là, en 1915, quand il est ici, il écrit à Mário de Sá Carneiro, il dit, quand on lui demande de traduire les livres de théosophie pour portugais, il commence à lire ça, il dit, oh, je suis hanté avec la possibilité que la vérité soit ici. J'ai été aussi bouleversé par ça il y a beaucoup d'années quand j'ai lu le livre de Hargrave Jennings. Alors, 2 fois par le livre, il a reçu un impact, presque une initiation, qui l'a fait émouvoir. Alors ça c'est un thème qui m'intéresse beaucoup sur la création artistique, c'est-à-dire le rôle de l'artiste finalement, quelque part, et là Léonard de Vinci par exemple disait en fait c'est comme si on était guidé, en fait on a quelque chose qui nous inspire, qui nous guide. Ça Fernando Pessoa, il est très conscient de ça. Il dit beaucoup de fois, qui est cette main qui me guide, voilà, nous sommes seulement tout ça. Alors ça peut être au niveau d'une forme de spiritualité, ça peut être aussi, moi par exemple, j'ai écrit un texte, Le Passeur, sur mon rapport à la lumière. Et donc je dis par exemple, parce que la lumière, tu sais que ce qui m'intéresse c'est l'exploration de la frontière entre le matériel et l'immatériel, d'où mon intérêt pour Fernando Pessoa, complètement. Du matériel à une forme de spiritualité. Mais c'est la lumière, en tant qu'objet, si tu veux, physique, quantique, c'est à la fois des ondes, vibratoires, donc immatérielles, et des corpuscules, des photons, donc des particules. Donc finalement, j'explique que c'était le médium idéal. Il y a le son aussi, mais la lumière, c'est devient. Et à un moment donné, je me pose cette question. Est-ce que c'est moi qui ai choisi la lumière, d'une certaine manière, ou est-ce qu'elle m'a choisi? Et c'est pas, c'est en toute humilité, c'est juste quelque part. Est-ce que quelle est cette lumière? C'est imposé à moi. Mais quelle est cette lumière? Il faut là, je pense, pour être plus scientifique, il faut faire la distinction entre la lumière primordiale, la lumière en soi, il est sous-champ de la lumière au soir. Mais ça, je laisse ouvert. Moi, je laisse ouvert, parce que je ne veux pas, si tu veux, être entre guillemets, enfermé. Je veux dire, justement, moi, c'est une notion que j'ai en mathématiques, ce qui me passionnait, c'était justement la topologie. Donc, moi, j'aime bien l'ouverture, cette ouverture. Et je ne veux pas être fermé, renfermé, tu vois, dans une forme de spiritualité. Dans une position. Voilà. Il y a des jeux, parfois, on m'a questionné sur ça. Mais cette question que j'ai mise, c'est très important. Parce qu'au fond, on peut dire que la lumière, c'est la primordialité. C'est la création. C'est-à-dire, est-ce que toute création artistique n'est pas quelque part, de près ou de loin, artistique ou pas d'ailleurs, chaque petite cellule, une recréation de la grande création. C'est-à-dire quelque part, tu vois, une mise en abîme d'une lumière primordiale. Non, je pense que non, là je ne vois pas, je ne crois pas beaucoup à une création. Je vais plutôt dans l'idée qu'il a existé toujours. Oui, mais on peut dire qu'il y a, à ce niveau-là, il y a une création permanente. C'est comme un soleil qui a toujours. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une chose qui est... Et alors, ce qu'on peut... Finalement, je pense comme ça au Tao, c'est-à-dire en fait un flux permanent. Exact. Et qui... Cette lumière, au fond, tient après différents niveaux, comme tu dis, le niveau plus matériel, qu'on peut voir avec les sens physiques. Il y a la lumière des infrarouges et d'ultraviolets qu'on ne voit pas.
il y a un niveau de l'âme et de l'esprit qu'on ne voit pas. Alors, on peut penser que quelqu'un qui s'intéresse à la lumière soit une personne qui, en soi-même, a éveillé plus la lumière en soi-même. Il a lié la lumière à la conscience, que c'est vraiment le supra-sumo. La lumière, c'est la lumière consciente. Et au fond, je pense que le grand travail de l'artiste, c'est, comme tu as parlé déjà un peu, c'est de faire de visible ce qui est invisible. Voilà, rendre ce que disait Paul Klee ou avant lui Léonard de Vinci. Alors, ça. Et aussi cette forme de possibilité de rendre visible, qu'on peut partager. Et qu'on peut partager. Ce que disait Kandinsky sur Rituel dans l'art, c'est la résonance intérieure, donc que lui-même ressent si une œuvre fonctionne, il dit il y a une résonance intérieure, et du coup, il y a une possibilité aussi de partager cette perception et cette sensibilité avec d'autres. Ça, c'est l'idée, je me rappelle, de ce maître d'Arashiko que j'aime beaucoup, que c'était le fils de Shah Jahan, et qui a l'empereur mongol qui a construit le Taj Mahal. C'était un spiritualiste très grand. C'est grâce à lui que les Upanishads ont arrivé à Schopenhauer, il y a Hegel, il y a tout ça, parce que c'est lui qui a fait la traduction en perse. Et du perse, le français Inquiétude de Béron a été là aux Andes, il a traduit en latin. Et ce latin, il est arrivé. Et c'est Darashiko, il raconte comme il était intéressé dans la spiritualité, il est allé voir un maître, Myanmar, et cet maître l'a fait, viens vers moi, il a approché son poitrine de lui, il a transmis la lumière, il a fait quelques secondes. Dans la Chicote dit, c'est à fin de quelques secondes, des minutes, je ne pouvais pas. Il était déjà temps de la lumière. Et ça, je pense que cette théophanie, cette transmission de la lumière, c'est vraiment une chose qu'on a présent en quelques maîtres spirituels. Saint Séraphin Sarov, je ne sais pas si tu connais, c'est un grand maître orthodoxe russe. Il a une telle illumination de lumière que ses cheveux sont devenus blanches. C'était vraiment la lumière blanche. La lumière blanche. Et, au fond, cet éveil à la lumière, c'est vraiment parce que la lumière, se considérant que c'est la partie plus pure, et plus immatérielle et plus proche des origines, au fond, c'est la sagesse et c'est l'amour. Si on était tous dans la lumière, le monde serait bien, certainement. C'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même toujours cette relation ontologique entre la lumière et la matière, puisque si tu veux, s'il n'y a pas la matière, on ne voit pas la lumière. Dans l'espace rempli de lumière, tout est noir. On ne voit pas la lumière. Non, on ne la voit que quand la matière finalement révèle la lumière. Et la lumière révèle la matière. Si tu as la matière dans le noir, tu la vois pas. Mais même la lumière, c'est déjà une manifestation, c'est déjà une forme de particule, c'est une forme de matière. Oui. Il y a des niveaux, je pense qu'on peut penser dans l'espace noir et tout ça. Ça, c'est un niveau